Ici, hommes et femmes sont noirs. Quelques-uns sont plus clairs, tirant vers l'olivâtre. Ils ont les cheveux crépus. Sauf leur peau noire, ils ressemblent aux Portugais. Mon nom est Duarte Lopez. Depuis 2 semaines avec mon embarcation, je progresse lentement dans l'embouchure du fleuve. Je ne suis pas mécontent de m'approcher enfin du but après toutes ces semaines à bord. Qu'est-ce que je compte trouver? Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'à Lisbonne, ils m'ont tous traité de fou. Janvier 1579. Le Portugais Duarte Lopez s'approche de l'embouchure du fleuve Congo. Il a une 40aine d'années. Aucun blanc avant lui n'a décrit cette région, encore totalement inconnue en Occident. En s'enfonçant avec sa caravelle en terra incognita, c'est de fortune dont rêve le négociant Duarte Lopez. Il vient en Afrique chercher des esclaves pour les envoyer en Amérique, récemment découverte par Christophe Colomb. Au pays, notre roi a tranché. Au Nouveau Monde, les plantations et l'or. Au Congo, la traite des esclaves. Vu les demandes pressantes de main-d'œuvre qui nous viennent du Brésil, je pense que je pourrai rapidement creuser mon trou. L'arrivée de Duarte Lopez en Afrique et ses espoirs de réussite coïncident avec un autre rêve. Celui du pape Sixte V, qui espère faire de l'embouchure du fleuve Congo le point de départ du nouvel empire chrétien à bâtir en Afrique noire. Depuis plusieurs siècles, l'islam menace. Il faut lancer une nouvelle épopée chrétienne. Il faut contourner le mur dressé par les musulmans. Il y a des mines d'âme à exploiter, écrit Lopez dans son journal. Rares sont pourtant les Européens comme Duarte Lopez à oser tenter leur chance en terra incognita. On ne recense que quelques commerçants, quelques missionnaires, parfois les deux en même temps. Du côté congolais, à la vue des premiers blancs, c'est le choc. On suppose avoir affaire à des Mindélé, c'est-à-dire des revenants. Suivant les croyances des peuples du Congo, les ancêtres vivaient au fond de l'océan et revenaient sur Terre sous des traits de couleur blanche. Quand le Mindélé Duarte Lopez pose enfin le pied à terre, il découvre un régime dynastique assez hiérarchisé et centralisé. Ce régime repose sur des gouverneurs de province nommés et révoqués par le roi. L'installation des premiers blancs en terre africaine va faire vaciller les fondations de ce royaume ancestral. Avec Duarte Lopez, le Congo s'enfonce dans une des périodes les plus sombres de son histoire. Pendant plus de 3 siècles, l'esclavage va progressivement décimer la région. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 4 millions d'esclaves sont envoyés au Brésil, 4 millions dans les Caraïbes anglaises, françaises, hollandaises et danoises, 2 millions dans les pays contrôlés par l'Espagne. Pendant ces 3 siècles, avec la complicité de négriers arabes et africains, les Européens exporteront près de 5 millions d'esclaves par l'embouchure du fleuve Congo.
Au milieu du 19e siècle, une nouvelle génération de voyageurs européens débarque au Congo. Ces voyageurs d'un nouveau genre ne sont plus là pour s'installer, mais pour explorer. Des lettres d'explorateurs et de voyageurs choqués par ce qu'ils ont vu en Afrique. J'en ai reçu des dizaines. En tant qu'archevêque primat d'Afrique, je connaissais très bien le terrain. Les personnalités s'adressaient spontanément à moi. Ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. J'ai plus de 20 ans de brousse derrière moi. Le cardinal Lavigerie est un des pionniers de l'implantation occidentale en Afrique. Après de longues études à Bayonne, puis à Paris, et après quelques années d'enseignement à la Sorbonne, Lavigerie est élevé au rang d'évêque de Nancy. Il devient rapidement archevêque d'Alger à l'âge de 42 ans. C'est à Alger que Lavigerie fonde la Société des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs. En quelques années à peine, la congrégation religieuse compte déjà près de 300 missionnaires dans 6 pays d'Afrique. Ces différentes fonctions font de Charles Martial Lavigerie un des plus grands spécialistes de l'Afrique de son temps. Et par la force des choses, l'un des plus grands ennemis de l'esclavage. Les explorateurs sont fondamentalement opposés à l'esclavage. Ils ne peuvent plus supporter cette barbarie. L'objectif de nos voyageurs et de nos missionnaires est de combattre le fléau directement sur le terrain par la force de persuasion ou par la force du fusil si cela s'avère nécessaire. La traite vers l'Amérique s'est heureusement éteinte ces dernières décennies. Maintenant, le problème, ce sont les Arabes et les Africains eux-mêmes. Les Arabes ne paient pas bien l'achat des esclaves, et il devient plus intéressant pour les rois africains de faire travailler les esclaves sur place dans les plantations. Ils ne les cèdent donc plus aux étrangers. Les esclaves sont rebaptisés captifs ou serviteurs, mais ce sont des esclaves. Arrêtons l'hypocrisie. Nous avions besoin d'un vrai déclic pour que les choses changent. Dans mon noble combat contre l'esclavagisme, je me suis trouvé un allié de taille, le jeune roi des Belges, Léopold II. Rien ne prédestinait ce jeune monarque, longtemps inconnu du monde, à jouer un rôle marquant en Afrique. Héritier d'une grande lignée royale connectée à l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Autriche, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha monte à l'âge de 30 ans sur le trône du jeune royaume de Belgique sous le nom de Léopold II. Ambitieux, boulimique, stratège, grand admirateur des puissances voisines de son petit royaume, le jeune Léopold sait qu'il doit diriger un des pays les plus prospères d'Europe, la Belgique. Dès son arrivée au pouvoir, Léopold II a une certitude. Un grand pays doit posséder une colonie. Les comptoirs et les colonies ont toujours servi les intérêts commerciaux des peuples. C'est à ces établissements que la plupart d'entre eux ont été redevables de leur grandeur passée ou présente. La Compagnie des Indes orientales de nos amis hollandais est un exemple magistral de réussite. Dans ce lieu solennel, je l'affirme avec force, nous devons nous en inspirer.
L'obsession coloniale de Léopold II le pousse à s'intéresser à plusieurs régions du globe. Il tente de s'installer en Chine, à Bornéo, dans les Philippines, en Nouvelle-Guinée. Toutes ses premières tentatives de colonisation restent vaines. Mais en 1877, une nouvelle opportunité inespérée s'offre à lui. Nous devons nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Avec ce nouvel objectif, Léopold II adopte un nouveau discours qui fait mouche auprès de la bonne société. L'esclavage qui se maintient sur une notable partie du continent africain constitue une plaie que tous les amis de la civilisation doivent désirer voir disparaître. Aux amis de la civilisation. Aux amis de la civilisation. Léopold II se démène pour convaincre l'Europe du caractère philanthropique et désintéressé de ses ambitions coloniales. En quelques années, le roi parvient à se positionner comme le héros de la cause anti-esclavagiste. Pas question de mentionner ses visées impérialistes. Ses objectifs sont purement humanitaires. Léopold II doit désormais s'entourer de collaborateurs à la hauteur de ses ambitions. Il aborde alors l'explorateur Henry Morton Stanley en 1878. À cette époque, Stanley est déjà une célébrité de son temps. Sa réputation, l'explorateur la doit à ses coups d'audace extraordinaires et un fameux sens de l'autopromotion. Doté d'une volonté hors du commun, Stanley vient de mettre un terme à une retentissante expédition transafricaine de 3 ans quand Léopold II l'approche à son retour en Europe. Le cœur de Stanley penche plutôt pour la Grande-Bretagne. Mais celle-ci ne semble pas intéressée par la région du fleuve Congo. Léopold II se fait donc insistant et parvient à s'attacher les services de l'explorateur renommé. Au prix d'un salaire de ministre et d'une belle publicité, Léopold II renvoie Stanley, accompagné de collaborateurs belges et européens, explorer l'intérieur du territoire congolais. Stanley est chargé de fonder des postes le long du fleuve, au nom d'un comité d'études piloté par le monarque lui-même. Le but est de prendre de vitesse les autres puissances européennes, elles aussi intéressées par la région. Le convoi remonte le fleuve, sous les yeux médusés des populations locales. Officiellement, aux yeux du monde, il est question de répandre la civilisation et délivrer les populations autochtones de l'esclavagisme des Arabes. L'explorateur Stanley, je l'ai bien connu, car il est passé plusieurs fois dans mon territoire. Il a été bien content de bénéficier de mes services. Personne ne refuse l'aide de type au type. Le plus grand marchand d'Afrique centrale, riche propriétaire de plantations, haut représentant du sultan. Je suis dans le commerce de l'ivoire et de la traite depuis toujours. J'ai toujours respecté les Européens, et ils m'ont toujours respecté. Ces hommes blancs, je les connaissais mieux que personne. Je savais ce qu'ils avaient en tête. Je comprenais ce qu'ils venaient rechercher ici. Les voyageurs de passage ont tous profité du système. Je leur vendais la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour leur caravane. Je savais qu'en préservant de bons contacts avec le blanc, ils me garantiraient mon monopole sur la région.
Au début des années 1880, une véritable course pour l'occupation est déclenchée pour Léopold II. Le but est de prendre de vitesse les autres puissances européennes, la France et le Portugal, elles aussi intéressées par la région. Pour les prendre de vitesse, Léopold II charge l'explorateur Stanley de fonder des stations le long du fleuve et d'obtenir des appuis locaux, si nécessaire, avec les chefs arabes. Quand l'expédition de Stanley est arrivée au Congo, j'étais encore très jeune. Début de la vingtaine à peine. Je venais de débarquer de Bruxelles, j'étais à peu près le seul Belge résident dans la région. J'avais été engagé par une maison française, Doma, Béraud et compagnie. Nos affaires tournaient bien. Chaque nationalité avait sa spécialité. L'ivoire, le genièvre, le tissu. Nous, c'était les armes à feu. Au départ, nous ne ressentions pas la concurrence comme elle devait exister en Europe. Fréquemment, les Portugais nous envoyaient d'imposantes embarcations officielles pour bien nous faire comprendre qu'ils étaient ici, chez eux, et ce depuis toujours. Mais pour nous, ce qui importait encore à cette époque, c'était de maintenir des relations de courtoisie avec les autres Européens, pour préserver nos intérêts communs dans le commerce. Notre concurrence n'existait que sur le terrain commercial. L'apparente tranquillité ressentie par les commerçants sur le terrain est trompeuse. À l'intérieur des terres, la France est en train de passer des accords avec des chefs de la région et tente de prendre Léopold II de vitesse. Léopold II est en passe de perdre son pari. Fin tacticien, le roi comprend les limites de sa stratégie. Une affaire purement philanthropique, comme il tente de la présenter, ne pèserait aucun poids par rapport à un grand pays d'Europe implanté dans la région. Le roi change son fusil d'épaule. Sous son autorité personnelle, le Congo doit devenir un État et être reconnu comme tel par les autres puissances. Le roi décide alors de recruter de nouveaux volontaires pour ses missions d'occupation. C'est en mai 1883 que le roi a fait appel à mes services. Mes 10 années d'expérience au Congo faisaient de moi une personne précieuse sur le terrain. Je connaissais de nombreux princes locaux avec lesquels j'étais en affaires. J'avais été commerçant, je devenais agent du roi. Une course contre la montre diplomatique s'enclenche pour le souverain. Sur le terrain, ses agents s'affairent. Il faut obtenir des traités des princes locaux au plus vite. Montrer que les chefs coutumiers appuient le projet du souverain belge. Un à un, je suis allé voir les rois de ma région que je connaissais tous personnellement. C'étaient les dernières signatures qu'il nous fallait encore, et j'allais les obtenir. Je connaissais le jeune blanc avec qui je faisais affaire. J'ai signé. J'avais besoin de poudre, de fusils et de munitions. J'ai signé. Le blanc m'a promis aide et protection inconditionnelle de son roi. J'ai signé. Contre la garantie de rester juge suprême de mon peuple, j'ai signé. Pour que le blanc reste un allié et m'appuie dans mes litiges commerciaux, j'ai signé. Le dernier traité signé, celui des 9 rois de Boma, est capital pour Léopold II. Il lui garantit la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et lui ouvre la voie commerciale sur l'Atlantique. Le traité est expédié en urgence à Bruxelles en 1884. Fort de ces nouvelles signatures, Léopold II passe une série d'accords diplomatiques avec ses concurrents.
il concède le libre-échange dans tout le territoire actuel et futur de l'Association internationale du Congo. Il accorde à la France le droit de préférence sur le Congo. Si Léopold venait à jeter l'éponge, c'est à la France que le territoire reviendrait. Par ce coup de génie diplomatique, Léopold II obtient enfin la reconnaissance après laquelle il court depuis près d'une décennie. Grâce à son habileté, l'État indépendant du Congo voit ainsi le jour le 26 février 1885 dans les couloirs de la Conférence africaine de Berlin. Pour le roi des Belges, c'est un triomphe. Il vient de mettre la main sur un gigantesque territoire, le plus grand d'Afrique centrale, 80 fois la superficie de son petit pays. Léopold II exulte. Il ne se doute pas que pour lui, les difficultés ne font que commencer. Léopold II commence immédiatement à rechercher des appuis auprès de la bourgeoisie pour l'épauler dans son projet colonial. Pourtant, dans le monde politique belge, c'est l'indifférence. Pour beaucoup d'entre nous, le Congo était alors une histoire privée qui ne concernait que le souverain et une poignée de ses collaborateurs capitalistes. En toute honnêteté, au départ, le monde politique dans sa majorité jugeait les actions du roi comme une fantaisie déraisonnable, à laquelle il ne voulait pas trop être mêlé. Nous, au Parti ouvrier belge, on avait d'autres chats à fouetter. Nous nous intéressions beaucoup plus aux esclaves blancs dont parlait le catéchisme du peuple qu'aux esclaves noirs. Du côté libéral et catholique, l'enthousiasme était à peine plus marqué que chez nous. Libéraux et catholiques étaient convaincus que le Congo ne paierait pas. Vous avez entendu parler de la nouvelle ambition du roi? Honnêtement, je n'arrive plus à le suivre avec toutes ces déclarations. Il perd son temps. Il ne trouvera personne ici pour le suivre. En tout cas, ce n'est pas au sein du parti qu'il trouvera des appuis. Ne parlez pas trop fort, le roi pourrait nous entendre. Mes amis politiques sont convaincus que vos ambitions coloniales sont contraires aux intérêts du pays. En tant que Premier ministre, je vous conseille vivement d'abandonner vos projets. Certainement pas. Mais ne vous inquiétez pas, mes idées sont complètement indépendantes de toute intervention du gouvernement belge. Je promets solennellement de ne pas demander un sou à votre département des finances pour mes projets d'expansion. En dépit des conseils de prudence de son entourage, Léopold II est enivré par l'énormité de son projet. Il s'emporte et prend d'énormes risques financiers. Il jouit, il est vrai, d'une gigantesque fortune personnelle. Il a beaucoup investi dans les grandes sociétés belges. On estime son portefeuille en actions à 50 millions de francs, soit plus de 200 millions d'euros au cours actuel, sans compter ce que lui rapporte sa fortune immobilière. Le roi était certes l'un des monarques les plus riches d'Europe, car c'était un homme d'affaires adroit. Mais très vite, le gouffre financier l'a aspiré. Ses campagnes de propagande et ses événements mondains lui coûtaient une fortune. Ce ne sont pas les 400 000 francs rassemblés par le roi auprès des souscripteurs internationaux qui allaient couvrir la dépense. C'est l'emprunt du roi de 2 700 000 francs chez Rothschild qui lui a permis de tenir le coup au début et payer ses agents sur le terrain. Au Congo, en 1885, nous étions à peine 250 Européens sur l'ensemble du territoire. Et pas même 50 Belges. Chaque mois, de nouvelles recrues arrivaient d'Europe pour se mettre au service du roi.
Notre mission pouvait se résumer en un mot. L'occupation efficace. Pour réaliser cette occupation efficace, il nous fallait construire les premières grosses infrastructures et les voies de communication, mettre en place un réseau étendu de missions, asseoir la conquête en pacifiant les zones à risque. Pour la pacification des zones, nous manquions de forces vives européennes et nous avions la consigne de recruter localement. La force publique, chargée de mener les guerres de conquête et de maintenir l'ordre, recrutait donc ses soldats sur place. Libérés, esclaves, marginaux. La force publique voit ses effectifs multipliés par 10 en moins de 20 ans. Plus de 13 000 hommes au début du XXe siècle. Libérés. Voilà la désignation de ces nouvelles recrues au service de Léopold II et qui serviront aussi pour l'exécution des grands chantiers de construction. Dans un rapport, le juge de Zager constate: le libéré est enchaîné. Soit. C'est une nécessité. Souvent brutalisés et toujours abandonnés dans la solitude, ce sont des gens qui n'ont jamais vu de blanc et qui n'apprennent à les connaître que par les mauvais traitements qu'ils subissent. Je leur explique en riant qu'ils sont à la chaîne par nécessité, parce que d'autres s'étaient enfuis, mais qu'on les amènerait dans une autre région et que là ils seraient soldats, comme ceux qui les gardent maintenant. Beaucoup de ces hommes, mal considérés dans leur société d'origine, se montrent très sensibles aux privilèges de leur nouvelle fonction. Certains, revanchards, vont faire preuve d'une extrême cruauté, couverts, voire encouragés par les autorités européennes complices. En Belgique, Léopold II est conscient des difficultés qui s'accumulent sur le terrain. Et il rencontre toutes les peines du monde à convaincre le monde des affaires à se lancer avec lui dans le développement économique du Congo. Les rares capitaux privés belges et étrangers ne suffisent pas à couvrir ces investissements. Malgré sa promesse de ne rien demander à la Belgique, le roi se voit contraint de faire appel à la générosité de l'État belge. En 1890, il obtient de l'État un gigantesque prêt sans intérêt de 25 millions de francs, soit l'équivalent d'un quart des recettes fiscales annuelles du pays. Si le roi ne peut plus rembourser, il devra céder le Congo à la Belgique. Trop de risques, pas assez de garanties, trop peu de débouchés, le monde des affaires n'était pas intéressé. C'est le capitaine Theiss, que je connais très bien, qui a été le véritable bras droit de Léopold II sur le terrain économique et qui l'a aidé à débloquer quelques investissements en Belgique. Rien ne prédestinait ce conseiller du roi à devenir homme d'affaires. Officier militaire au parcours sans faute, devenu officier d'ordonnance du souverain, Albert Theiss est chargé de l'organisation de l'activité coloniale. Il se démène alors
pour convaincre la bonne société bruxelloise et anversoise du potentiel congolais. La Belgique doit investir dans le chemin de fer avant que les capitaux anglais ne la prennent de vitesse. Selon Theiss, il suffirait de construire un chemin de fer pour relier la mer au centre du pays et le Congo se transformerait en mine d'or. Majesté, vous ne pouvez pas accepter l'argent que vous offrent les Anglais. Je vous promets de trouver 1 million en Belgique pour étudier l'affaire. Si je réussis, j'irai moi-même installer les premiers rails. L'appui de Theiss a été décisif pour faire basculer l'élite financière, au départ très réticente à investir le moindre franc dans la colonie. Grâce à l'argent frais rassemblé par Albert Theiss, le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer est enfin donné en 1890 à Matadi, dans le Bas-Congo. Le chantier est immense. 8 années sont nécessaires pour relier les 400 km qui séparent Léopoldville de Matadi. Les conditions de travail sont insoutenables. Les travailleurs sont surveillés par un corps militaire composé de 200 hommes. Parmi les forçats du chemin de fer congolais, mais aussi sierra-léonais, sénégalais, libériens ou chinois, des centaines meurent à la tâche. Tandis que le chemin de fer se construit, Alexandre Delcommune, resté au service de Léopold II, se voit chargé d'effectuer une mission de reconnaissance commerciale dans le Haut-Congo. Malgré les difficultés, il s'agit pour Delcommune et ses hommes de s'enfoncer au plus profond dans le pays et faire rapport au roi sur les nouvelles perspectives économiques. Le roi m'a confié la charge d'un bateau à vapeur à transporter en brousse en pièces détachées. Le vapeur mesure 21 mètres de longueur, 6 mètres de largeur. La chaudière à elle seule pèse 4000 kilos. Chacun de nos chariots pèse en moyenne 3500 kilos. 300 hommes sont attelés le long des chargements et tirent des câbles longs de 50 mètres. Je ne suis pas très optimiste concernant cette traversée. Nos hommes sont de grands enfants. À tout moment, nous risquons l'accident. L'activité frénétique de Léopold II au Congo lui coûte une fortune. Début des années 1890, le roi est au bord du désastre économique et de la faillite personnelle. Mais Léopold II est un stratège hors pair. Après avoir épuisé ses cartes en Belgique, c'est vers l'étranger qu'il se tourne pour obtenir de l'aide. Quand Bruxelles accueille la conférence internationale anti-esclavagiste début 1890, le souverain en profite pour exposer brillamment ses objectifs philanthropiques devant la bonne société occidentale. Il doit, dit-il, renforcer les troupes en place pour combattre les esclavagistes arabes qui menacent la civilisation. Pour combattre l'esclavage en terre africaine, le roi a besoin de moyens. Il doit pouvoir lever l'impôt et mettre fin au libre-échange. Son plaidoyer à la conférence anti-esclavagiste obtient gain de cause auprès des grandes puissances. Le roi peut désormais taxer le commerce au Congo. Après avoir collaboré pendant des années, après avoir fait de bonnes affaires et respecté mes promesses, après avoir donné des conseils commerciaux, après avoir préservé la stabilité politique de la région, du jour au lendemain, nous les Arabes, nous sommes devenus les ennemis à abattre. Les Blancs ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de nous, que nos affaires étaient désormais interdites, que ce qui s'est pratiqué depuis des siècles devait s'arrêter.
Quand ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de moi pour récolter leur ivoire, je me suis fait chasser comme si je n'étais rien. L'imposition du commerce de l'ivoire et des matières précieuses offre une nouvelle source de financement au roi. Mais cela ne suffit pas. En 1891, une étape de plus est franchie afin de renflouer les caisses. Léopold II instaure le système domanial. Selon ce système, toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées vacantes et deviennent propriété de l'État. Le caoutchouc et les richesses naturelles qui s'y trouvent appartiennent désormais de plein droit à l'État, donc au roi. Au Congo, les agents du roi ne savent encore rien de ce qui se décide en Europe. Pour beaucoup d'agents en poste, la solitude pèse. Les distractions sont rares. Les journées sont parfois longues, à des milliers de kilomètres de sa famille. Les premières femmes blanches accompagnant leur mari sont encore très rares. Dès lors, toute une génération d'enfants métis voit le jour. Alexandre Delcommune devient lui-même le père d'une petite fille métisse, issue de son alliance avec une famille de notables congolais. Dans la torpeur du quotidien congolais, personne ne devine encore que le destin de la région est en train de basculer, que l'appétit vorace de Léopold II va plonger le Congo dans la période la plus noire de son histoire. Pour asseoir leur mainmise sur le Congo, Léopold II et ses hommes doivent se déployer sur tous les fronts. L'objectif qui importe désormais pour les nouveaux agents que Léopold II envoie sur le terrain est d'occuper les zones dépeuplées pour ne pas se les faire déposséder par les autres puissances coloniales qui le concurrencent. Bloquer les Français dans le nord Ubangi, les Anglais dans le sud Katangais, mater les rébellions des chefs au Kwango, chasser les Arabes du territoire Swahili. Les zones pacifiées doivent être rentabilisées au plus vite. Les agents du roi reçoivent la consigne de punir les villages qui se rebellent. Dans un journal intime, le sous-lieutenant Charles Lemaire recense jour après jour les villages qu'il soumet au nom du roi. 28 mars 1891. Arrêt à Bolébo. Accueilli par des lances et des fusils. Village brûlé. 20 avril 1891. Attaque des villages Ikengo. Le chef Ekele est tué et jeté à l'eau. 14 juin 1891. Refus des Loliva de venir à la station. Attaque dans la pluie. 15 Noirs tués. L'intense pression psychologique et l'obligation de résultat pèsent fortement sur les agents de terrain. De nombreux agents se réfugient dans l'alcool et la violence gratuite. Les pendaisons arbitraires s'enchaînent. Les guerres d'occupation, brutales, s'avèrent particulièrement meurtrières. Les militaires, à bout de force, se révoltent à plusieurs occasions contre l'autorité coloniale. Au fort de Shinkakassa, 18 soldats paient de leur vie leur tentative de rébellion.
Mais c'est la récolte de caoutchouc qui connaît les abus les plus intolérables. Les agents européens, contraints à des quotas d'efficacité, soumettent la main-d'œuvre autochtone à des régimes insupportables. Les sentinelles des Européens administrent la chicotte, ces coups de fouet punitifs dont l'usage se maintiendra au XXe siècle. Toute velléité de désobéissance doit être matée. Châtiment corporel, prise d'otage, exécution sommaire, campagne punitive. Nous ne reculons devant rien pour atteindre nos objectifs. Impassible, Léopold II reste sourd aux premières critiques qui dénoncent l'inhumanité de ses agents au Congo. En 1897, il organise un grand événement à la gloire de son œuvre congolaise. Une exposition coloniale à laquelle se rendent 1 million de visiteurs enthousiastes. Pendant ce temps, avec l'essor de l'industrie automobile dans le monde occidental, les prix du caoutchouc explosent. Le Congo devient rapidement l'un des plus gros producteurs au monde. C'est le jackpot pour Léopold II. Le roi comprend qu'il vient de mettre la main sur cette fortune derrière laquelle il court depuis 15 ans. En moins d'une décennie, il double sa fortune personnelle. Les 10 années suivantes, il la triple. Pendant que Léopold II, roi créateur d'empire, bâtit de somptueuses constructions en Belgique avec son magot, l'expansion continue. Des centaines de milliers de Congolais perdent la vie, victimes d'exactions, d'épuisement ou le plus souvent de maladies. En 40 ans de conquête, on estime que la population congolaise aurait pu diminuer de moitié. Il est impressionnant de constater le zèle avec lequel les agents se dévouent à leurs fonctions. Pour ma part, je trouve que le Congo est gouverné avec beaucoup d'humanité. Vicomte William Mountmorres. J'ai observé plus d'atrocités dans les rues de Londres que lors de mon voyage au Congo. Mrs. Mary Sheldon, journaliste anglaise. Malgré un discours colonial officiel toujours aussi triomphant, l'étau se referme lentement sur Léopold II. Au début du XXe siècle, les attaques commencent à se faire virulentes. Les témoignages critiques de missionnaires protestants, comme ceux du métis américain William Shepard, se multiplient. Shepard, qui s'était enfoncé profondément dans le pays à la recherche de témoins, fait circuler des récits détaillés en Europe et aux États-Unis. Le chef nous a conduits à côté d'une palissade en bois. Sur les pieux, horreur, des mains droites, 81 au total. Le chef me dit: ce sont nos preuves. Nous devons couper les mains droites de nos victimes pour prouver à l'État qu'elles sont bien mortes et que nous ne gaspillons pas nos munitions. Mais c'est de Grande-Bretagne que vient le coup fatal aux campagnes de Léopold II.
C'est un jeune polémiste anglais, du nom d'Edmund Morel, qui assène le coup de grâce au puissant monarque. À l'âge de 18 ans, Morel entre au service d'une importante firme de transport maritime à Liverpool, la Elder Dempster. Une des lignes de cette société dessert le Congo via le port d'Anvers. Ce lien privilégié avec l'Afrique permet à Morel de recueillir des témoignages de plus en plus inquiétants sur les abus qui sévissent au Congo. Alors que l'opinion publique belge et étrangère ne commence que timidement à ouvrir les yeux, Morel parvient à mettre la question de l'Afrique centrale au centre de la diplomatie européenne. Pour moi, il s'agissait avant tout d'un problème de droit humain, de conscience et de responsabilité collective. Léopold II avait beau jeu de me présenter comme l'ennemi anglais à la solde des intérêts des marchands de Liverpool. Ses arguments ne convainquaient plus qu'une partie de la sphère dirigeante en Belgique. À l'étranger, les preuves irréfutables que j'avais rassemblées attiraient l'attention des plus grands dirigeants. Les signatures de mon comité de soutien étaient plus prestigieuses les unes que les autres. Du monde entier, je recevais des marques de sympathie et des encouragements. Le discours bien huilé de Léopold II à la gloire de son œuvre et l'impression ininterrompue de publications contredisant les critiques ne suffisent plus. C'est le cénacle intellectuel qui désormais s'engage dans la bataille. Mark Twain, Conan Doyle, Anatole France, ou évidemment Joseph Conrad, qui avait personnellement connu le Congo de l'intérieur pour y avoir vécu. Il devenait évident pour tous que Léopold II était le pire des esclavagistes. En Belgique, je pouvais compter sur le soutien de mon ami, Emile van der Velde, accompagné de quelques autres leaders politiques. Par notre pression ininterrompue, le roi s'est vu contraint d'envoyer une commission d'enquête au Congo en 1904. Cette commission, plutôt favorable à Léopold II, composée d'hommes choisis par ses soins et méfiante envers les attaques anglaises au départ, revint du Congo avec la conviction profonde qu'il fallait mettre fin aux abus. Ils avaient pu entendre les plaintes des missionnaires, mais aussi de la population elle-même, qui ne voulait plus se laisser faire. L'attaque provient désormais du propre camp de Léopold II, et les preuves sont irréfutables. Pour Léopold II, la commission produit l'effet inverse de celui attendu. La Belgique comprend alors qu'elle doit réagir. Il faut qu'elle annexe le Congo avant qu'il ne soit trop tard pour elle. D'autant que le Congo reste une terre de convoitise pour beaucoup d'appétits européens. Le risque de voir le rival anglais mettre la main sur son œuvre force Léopold II, vieilli et usé, à accepter de céder le Congo à la Belgique en 1908. Avec cette concession royale, la mission de Morel s'achève sur une victoire éclatante. De son côté, le vieux roi se retrouve à nouveau isolé, comme au début de l'aventure congolaise. Longtemps admiré pour son génie visionnaire et son audace, Léopold II subit désormais les foudres de ceux-là même qui hier encore le suivaient les yeux fermés. Ainsi, Charles Le Maire, le loyal soldat de la première heure, ne peut contenir sa rage dans son journal intime. L'homme gouverna dans l'absolutisme le plus outré, un empire qu'il ne vit jamais. Altérer les textes officiels, brûler les archives fut pour lui besogne ordinaire. Léopold II trouva tant de haute complaisance, tant de malsain esprit de courtisanerie, tant de déchéance morale. Ce meneur d'hommes réussit ainsi la plupart du temps à faire marcher des gens qui ne comprenaient rien aux tenants et aboutissants de ce qu'on leur faisait faire. En acceptant l'héritage douteux de son souverain,
la petite Belgique entre brutalement dans le cercle fermé des puissances coloniales. Pour la Belgique, rehausser une réputation fortement ternie par plusieurs décennies d'excès ne sera pas des plus faciles.